Cette roche s'est formée il y a moins d'une dizaine d'années. Ici, par moments, le sol sous mes pieds est plus jeune que ma petite sœur. C'est le genre de réflexion qui vous vient à l'esprit, assis sur les pentes du volcan le plus actif du monde, le Piton de la Fournaise, situé sur l'île de la Réunion, perdu au milieu de l'océan Indien. Ici, l'on peut assister en moyenne au spectacle d'une éruption tous les 9 mois. Depuis 1650, date des premières observations, près de 300 éruptions ont été enregistrées. Un épisode au royaume des extrêmes qui s'annonce volcanique, où l'on va marcher sur du neuf, poser les pieds sur de la lave séchée et faire une balade dans les entrailles de la Terre à la rencontre du magma et des ambiances de paysages dessinés par les laves. Quand vous êtes sur l'île de la Réunion, que vous vous teniez dans la plaine des sables au milieu d'un paysage lunaire parsemé de taches rouges, perdu dans les forêts pluviales de Takamaka entouré d'une végétation luxuriante, ou encore face à la mer sur les falaises noires et acérées de la côte sauvage, vous pouvez bien poser le pied n'importe où sur cette île, à un moment ou à un autre, la lave a déjà coulé, à peu de choses près, à l'endroit où vous vous tenez. Car la Réunion tout entière est un volcan immense dont on ne voit sur les cartes que le bout du nez, qui dépasse à peine au-dessus des eaux. Et si l'on ajoute au sommet de l'île qui culmine déjà à 3000 mètres, les 4000 mètres qui séparent la surface de l'océan des fonds marins, alors l'île culmine à près de 7000 mètres. Alors que vue du ciel, l'île ne fait que 70 km de long sur 50 km de large, sa base, sous l'eau, en fait 200 par 240. Pour construire un volcan de cette taille, 8 millions d'années d'activité volcanique ont été nécessaires. Pendant 5 millions d'années, le spectacle s'est déroulé sous l'eau, le volcan érigeant un immense tas de lave. Puis, une fois la surface de l'océan percée, il a fallu 3 millions d'années d'activité supplémentaire pour arriver à l'île telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le sommet de l'île, le Piton des Neiges, n'est pas à proprement parler éteint. Il serait plus juste de dire qu'il ne dort que d'un œil. Car sous la terre, sous ses flancs, en profondeur, le feu couve toujours. Et il n'est pas impossible qu'à l'avenir, le titan fatigué tape de nouveau quelques gueulantes avant de retourner s'assoupir. En réalité, l'île est plutôt un volcan bicéphale, un dragon à 2 têtes. L'une, le Piton des Neiges, est assoupie depuis environ 12 000 ans. L'autre, le Piton de la Fournaise, fait tout au plus de petites siestes de quelques mois avant de nouveau péter le feu. Par le passé, le Piton des Neiges a d'ailleurs eu des phases de colère assez marquées. D'ordinaire, les volcans de type point chaud émettent des laves dites effusives, très fluides. Pourtant, il y a 350 000 à 200 000 ans, ce volcan a eu une activité fortement explosive, avec des éjections de cendres brûlantes, des nuées ardentes. D'ailleurs, avec un peu de chance, on peut même retrouver dans le coin des pierres ponces comme celle-ci, des roches très légères qui flottent dans l'eau et témoignent d'une époque où il ne fallait mieux pas être dans le coin. Quand on regarde cette île volcanique vue de l'espace, on pourrait se dire que ce n'est après tout qu'un petit point perdu et isolé au milieu du vaste océan Indien. Un volcan parmi tant d'autres à travers le globe. Sauf que l'île a une particularité qui la rend exceptionnelle. Elle se tient fièrement sur un point chaud. Une anomalie thermique où des roches plus chaudes que la normale remontent depuis les profondeurs du manteau terrestre, sous la forme de panaches brûlants, avant de passer à l'état liquide à une centaine de kilomètres de profondeur en approchant de la surface. Il y a des volcans qui se meurent, il y a des volcans qui demeurent. Et le point chaud qui alimente la fournaise en fait partie, car il existe à peu de choses près depuis 65 millions d'années. Depuis cette époque, il n'a vraisemblablement jamais bougé. Il est resté là, au même endroit. Et ce sont les plaques lithosphériques qui se sont déplacés au-dessus de lui. Et ce petit point du globe, en apparence insignifiant, a ainsi joué un grand rôle dans l'histoire du monde. Il faut imaginer qu'ici, il y a 65 millions d'années, à peu de choses près à l'endroit où je me tiens aujourd'hui, s'est déroulée une des éruptions volcaniques les plus gigantesques que la Terre n'ait jamais connue. Une éruption qui a formé une grande partie de l'Inde et qui coïncide avec la crise Crétacé-Tertiaire, responsable de l'extinction des dinosaures. À cette époque, pendant des dizaines de milliers d'années, le point chaud aujourd'hui situé sous l'île inonda de lave une grande partie du sous-continent indien qui se trouvait alors ici. Pour se rendre compte de l'ampleur du truc, il faut imaginer que certaines éruptions ont pu se dérouler sans interruption pendant des décennies, avec des volumes de lave émis près de 1000 fois supérieurs à ceux du Piton de la Fournaise aujourd'hui. Les coulées de ces éruptions ont pu recouvrir de lave une superficie équivalente à près de 3 fois la France. Aujourd'hui, on retrouve en Inde ces formations sous le nom de traps du Décan, avec par endroits des empilements de coulées de lave sur plus de 2000 mètres d'épaisseur. Les chercheurs estiment que les éruptions dantesques qui se sont produites ici ont pu modifier durablement le climat à l'échelle mondiale. Et puis, avec le temps, l'Inde est remontée vers le nord. Le panache mantélique, lui, est resté au même endroit, continuant à perforer la croûte océanique, plus ou moins à l'endroit où je me tiens ici aujourd'hui. Il a donné naissance à un chapelet d'îles et de reliefs volcaniques, de montagnes sous-marines. Parmi celles qui dépassent à la surface, citons les Lassadives, les Maldives, les Chagos, le plateau des Mascareignes, l'île Maurice et enfin la Réunion, petit dernier. Toutes ces îles, tous ces volcans sous-marins sont un jour passés ici, avant de dériver, emmenés par le mouvement des plaques tectoniques. Familles nombreuses comme autant de monuments qui s'élèvent à la gloire des éruptions passées. Ici aujourd'hui, à l'aplomb du point chaud, l'activité volcanique continue. Sous l'écorce des laves durcies, des roches refroidies, la forge invisible fait remonter la sève, qui en se frayant un chemin vers la surface, en s'écoulant,
laissent derrière elles des coulées pétrifiées. On peine à imaginer le chemin parcouru pour que la lave atteigne la surface. Il faut prendre le temps de s'arrêter un instant pour penser au fait que sous nos pieds, à quelques kilomètres de profondeur, se trouve sous le volcan actuel ce que l'on appelle des chambres magmatiques, qui se remplissent et se vident au rythme des éruptions et des remontées de magma. Sous ce gros tas de lave séchée se cachent des réservoirs gigantesques où stagne un temps le magma qui remonte depuis les profondeurs du globe avant de jaillir enfin à la surface. Le réservoir principal, situé à une centaine de kilomètres de profondeur, alimente en lave un réservoir superficiel qui, lui, se trouve autour de 2 km. Seulement 2 km sous mes chaussures, une distance plus petite que celle qui me sépare de l'emplacement où j'ai garé ma voiture. Ces chambres magmatiques, dont le volume peut atteindre plusieurs kilomètres cubes, sont interconnectées et reliées entre elles. Occasionnellement, à la faveur d'éruptions, se forment depuis ces réservoirs ce que l'on appelle des cheminées volcaniques, des conduits ou des fissures de quelques mètres de large tout au plus, qui le temps de l'éruption servent de couloirs aux laves qui jaillissent, propulsées au rythme des coups de pression, des infiltrations. Le magma qui remonte le long de ces artères perfore le sol, laissant de grandes balafres, des cicatrices et des saignées par lesquelles s'écoule la lave qui fait trembler la terre. Coulée après coulée, au gré des éruptions, le volcan continue de construire son île. Il gronde la bouche ouverte et le long des pentes, la lave coule comme une chevelure sur les épaules d'un géant, parfois jusqu'à la mer qui se met alors à bouillir. Contre un volcan, il n'existe point d'extincteur. Ici, entre les éruptions, le volcan reprend son souffle. Les chambres magmatiques en profondeur se remplissent de nouveau, et lorsque la fournaise est sur le point de cracher, les flancs du volcan, la peau du ventre du géant peuvent se soulever de plusieurs centimètres. Si les premiers habitants de l'île ont appelé cette région le pays brûlé, ce n'est pas pour rien. Sur l'île, on tombe par moments sur des sols plissés, des surfaces ridées. Ces étranges structures sont le fait de la lave en surface qui durcit lentement alors qu'elle est encore en mouvement, produisant ainsi de petites vagues, comme figées dans leurs élans. En cherchant bien, par endroits, entre les plis et les replis, on croirait trouver des gouttes de roches pétrifiées, roulées les unes sur les autres, comme les pages indéchiffrables d'un grimoire, enfouies dans la cendre épaisse de l'histoire. Dans les grandes pentes du volcan, une fois les sillons de la coulée tracés, les laves peuvent dévaler les pentes à près de 60 km/h. La température de la roche fondue tourne, elle, toujours autour de 1200 degrés. Il peut arriver que l'écoulement ne soit plus visible en surface. Alors le magma serpente sous la croûte, laissant derrière lui, après l'éruption, des tunnels de lave refroidis qui peuvent ensuite être explorés. Il est troublant de penser que dans ces boyaux ont circulé des milliers de mètres cubes de roches liquides, il y a quelques années. Au sommet du cône principal du piton de la Fournaise, à 2632 mètres d'altitude, s'offre à nous le cratère Dolomieu. Le trou en son centre est si profond que l'on pourrait facilement y faire tenir la tour Eiffel. Elle n'en dépasserait même pas. Cette bouche béante, telle une porte ouverte vers l'enfer, est fascinante. Ici, dessous, en profondeur, c'est le diable qui touille sa marmite infernale. Il y a une dizaine d'années, le Dolomieu s'est offert un lifting, s'effondrant en partie sur lui-même, rognant une grande partie du cratère qui l'accompagnait. Et puis, d'être au sommet, on prend conscience de l'immense cuvette dans laquelle le géant de basalte semble s'être posé, son enclos. Car la Fournaise est ceinturée d'une falaise régulière et continue appelée rempart, qui le surplombe d'une hauteur de 100 à 400 mètres. Elle ne marque pas un trou gigantesque dans lequel le volcan est né, mais une immense faille d'effondrement. Ce cataclysme de grande ampleur, auquel personne n'a assisté, transforma le paysage, laissant derrière lui une démarcation naturelle en forme de fer à cheval, dessinant ces impressionnantes falaises. Cette ceinture qui entoure le volcan et qui forme ce qu'on appelle une caldeira s'est formée il y a 4700 ans, une broutille à l'échelle des temps géologiques. À cette époque, alors que l'Empire égyptien était encore debout, les chambres magmatiques situées à quelques kilomètres de profondeur se sont suffisamment vidées pour en partie s'effondrer sur elles-mêmes. Le volcan s'est alors tassé et affaissé sous son propre poids, comme s'il rentrait légèrement la tête dans les épaules. On pourrait imaginer cette démarcation naturelle capable de confiner l'activité du volcan au sein de son enclos. Il n'en est rien. Après le passage du feu, la vie reprend rapidement le dessus. De l'eau et du soleil et c'est reparti. Lichens, puis fougères et enfin arbustes viendront recoloniser les coulées les plus récentes. Au bout de 400 à 500 ans, la roche refroidie est presque entièrement recouverte par la nature qui réclame son dû et finit toujours par l'emporter. Du côté de l'île où le volcan s'est endormi, la végétation règne en maître. Ici aussi, les paysages se transforment plus rapidement que n'importe où ailleurs. Car si le passage de la lave peut marquer le paysage, celui de l'eau peut, avec le temps, creuser lui aussi des trous sans pareil. Sur l'ensemble de l'île, la pluie, l'érosion ont façonné le relief, laissant derrière elle des formes étonnantes. Si les sauts d'humeur volcanique donnent à l'île de l'altitude à force d'entasser les laves, les trompes d'eau, les effondrements et les tassements lui reprennent. La plupart des records de pluviométrie mondiale sont détenus par ces reliefs. Il peut, dans le coin, tomber près de 25 cm d'eau en 1 heure, 1,80 m en 24 heures. Pour la pluie, le jeu est de creuser et d'éroder plus rapidement que le volcan ne bâtit. C'est grâce à elle que l'île n'a pas la banalité d'un cône et ressemble plus à un sismographe épileptique vu de profil.
Partout, le volcan lutte contre la mer, contre la pluie, le vent et les intempéries. Les pentes de l'île sont soumises à rude épreuve par l'eau qui se ferait un chemin le long des fractures, creuse et redessine. Les torrents entaillent les flancs de montagne jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur, creusant de véritables trous envahis de verdure, magiques et volcaniques. Au bord de mer, au niveau des falaises noires, chaque mètre carré gagné sur les flots se défend chèrement. Les coups de boutoir des vagues usent les roches les plus tendres, léchant inlassablement les falaises jusqu'à les fracturer par petits bouts. Et les plages de galets, le sable noir, le reste des champs de bataille est là pour rappeler que c'est un combat perdu d'avance. Le temps est toujours du côté de l'océan. Habiter à La Réunion, c'est vivre sur une des plus grandes cocottes minutes du monde, une montagne dont le cœur de feu a commencé à battre au temps des dinosaures. Aujourd'hui encore, lentement mais sûrement, les plaques tectoniques continuent de bouger. Des fissures de ci, de là s'ouvrent pour nous rappeler que lentement, sur des durées qui défient celles d'une vie humaine, l'activité volcanique glisse en direction de la mer. Dans quelques centaines de milliers d'années, un volcan percera les flots, quelque part dans cette direction. Là où aujourd'hui, fréquemment, les laves atteignent la mer pour grappiller quelques hectares sur son territoire. Assommé par les forces de la nature à l'œuvre ici, je m'impose un moment de silence. Tu t'assois et tu contemples. Quand le volcan ouvre sa bouche, tout le monde ferme la sienne. Ici La Réunion, quartier temps salé, trois aines rayonnées, la partie marron.